Et dans le Book Club aujourd'hui, on joue en effet à se faire peur. On prend des risques, on s'aventure hors des murs. Avec vous, Sébastien Thème notamment, et nos amis auditeurs lecteurs. Absolument, oui, on en parlera avec eux, mais aussi du nouveau livre de Stephen King qui sort chez Albin Michel aujourd'hui. Stephen King, le maître de l'horreur, revient avec Billy Summers. Et puis on mettra en marche notre GPS pour faire le tour des rencontres et des événements littéraires dans toute la France. Des rendez-vous super, avec nos deux invités également, et un roman qui emprunte au code du thriller, celui de Lucie Rico, GPS, qui paraît chez POL. Il est également dans la sélection du roman des étudiants France Culture Télérama, 5 livres de la rentrée littéraire soumis aux étudiants jurés. Alors pour l'instant, le jury est encore en train de se constituer. Je rappelle à tous ceux qui souhaiteraient candidater qu'ils ont jusqu'au 9 octobre. Bonjour Lucie Rico, bonjour. Bonjour. Bravo déjà pour cette première sélection. On a beaucoup aimé à France Culture votre roman, et notamment Oriane Delacroix, qui est la programmatrice de l'émission et qui l'a porté aussi dans la sélection l'Obs France Culture de la rentrée. Un essai, celui de Laurent de Sutter, qui est philosophe, professeur de théorie du droit et qui publie Un éloge du danger. C'est aux Presses universitaires de France, au PUF, puisqu'aujourd'hui on va beaucoup utiliser des acronymes, un an après, pour en finir avec soi-même. Bonjour Laurent de Sutter, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux, du danger, de la peur, du thriller. Voilà pour le menu de ce book club aujourd'hui, et on commence tout naturellement avec vous, Sébastien Thème. Oui, avec une question, la question qu'on avait posée aux auditrices, aux auditeurs. Quel est le livre qui vous fait le plus peur, parmi par exemple Psychose de Robert Bloch, adapté par Hitchcock en 1960, Le silence des agneaux de Thomas Harris, publié en 1988, la rencontre entre Hannibal le cannibale et Clarice Starling, jeune étudiante du FBI, ou encore Le Shining de Stephen King. On va en parler un peu de Stephen King aujourd'hui. Shining, c'est l'histoire d'un professeur d'université, Jacques Laurence, qui se retrouve licencié suite à des accès de violence et qui tente de remonter la pente en devenant gardien d'un hôtel dans les montagnes du Colorado et en commençant un roman. Mais c'était sans compter sur les forces occultes qui occupent cet hôtel, qui vont le pousser jusqu'à la folie. Et d'ailleurs, Stephen King, c'est le grand gagnant dans toutes les réponses des auditeurs et des auditrices, évidemment. L'auteur originaire du Maine est le meilleur quand il s'agit d'horreur. Vous nous proposez par exemple la trilogie des Ça, ce clown sanguinaire qui torture des enfants. Un auditeur nous confie que depuis, il a atrocement peur des clowns, et je le comprends. Salem et sa maison hantée dans laquelle sont morts les propriétaires, Cimetière et son cimetière des animaux, ou encore Christine, une voiture qui se révèle être animée d'une vie propre et de pouvoirs surnaturels. Et vous, Laurent de Sutter, Lucie Rico, est-ce que vous avez un livre en tête qui vous fait peur ? Moi, je crois que ce qui me fait terriblement peur, c'est Le Petit Prince. Ça m'angoisse complètement, cette affaire. Mais pourquoi ? Non, je vais aller un peu plus loin. C'est les dessins, c'est ce personnage qui est trop gentil, c'est terrifiant. C'est le boa, en fait. Il pourrait vous manger tout cru un de ces jours, si vous continuez à dire du mal du Petit Prince. De votre côté, Lucie Rico. Je pense que Le silence des agneaux, je suis inspirée par les auditeurs. C'est vraiment un livre qui m'a terrifiée, et puis un film qui m'a terrifiée ensuite. Parce que dans tous les livres que vous avez cités, la plupart ont été adaptés. Et ça, c'est assez intéressant que tous les livres qui font peur soient adaptés. À quand l'adaptation de GPS, alors ? Ah, ça veut dire elle est en cours. Moi, on a l'image dans le studio à regarder le visage de Lucie Rico. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans tous ces livres cités, à l'époque, quand on revoit, et les auditeurs ont posté sur les réseaux sociaux souvent la couverture des livres qui leur a fait peur. C'est le cas avec Salem notamment. Là, on est tout de suite saisi dans l'ambiance. Avec vous, Lucie Rico, il faut regarder la 4e de couverture et le résumé du livre pour commencer à trembler. Sandrine souhaite partager sa localisation avec vous. Aujourd'hui, on crée de la peur, on crée de l'angoisse avec pas tant de choses finalement. Quelques mots suffisent ? Et oui, ce qui était intéressant avec cette phrase, c'est pour ça qu'on l'a mis aussi en 4e de couverture, c'est que c'est un usage, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours sans y réfléchir. Et pourtant, quand on l'isole, quand on la met sur une 4e de couverture, l'aspect angoissant peut ressortir. Et donc, ça m'intéresse de partir de quelque chose de très quotidien, de l'infraordinaire, on pourrait dire, pour aller chercher la peur ou en tout cas l'étrangeté.
Stephen King, donc on va en reparler durant cette émission, et c'est vrai que les auditeurs ont mis plusieurs de ses titres en avant. Vous le disiez, Sébastien, Jessie, Le Fléau aussi, et Salem, dont l'un d'entre eux nous dit « à relire pour conjurer mes peurs ou me repayer des sueurs froides », c'est-à-dire que certains en redemandent, et c'est le propre de la littérature de pouvoir nous offrir ça. Je cite juste une autre auditrice, Joanne, qui était éditrice par ailleurs et qui cite à la question que vous lui avez posée, La route de Cormac McCarthy, bien plus flippant que tous les autres livres réunis, sauf peut-être l'Ancien Testament. Laurent de Sutter, et là je me suis dit que vous pourriez peut-être vous retrouver avec elle sur ce diagnostic. Ah oui, c'est tout à fait possible, parce que l'Ancien Testament, au fond, nous plonge dans une dimension de l'histoire qui est aussi une dimension du pouvoir, une dimension des lois et des ordres, et qui nous permet de réaliser en effet que la question de la menace, de l'angoisse, de l'inquiétude, la question du danger est une question qui n'est jamais seulement une question individuelle, mais une question qui est aussi, j'ai envie de dire, engrammée dans nos systèmes, inscrite dans nos systèmes par des dispositifs qui sont des dispositifs politiques, théologiques, etc. C'est quelque chose qui excède toujours les simples frontières de l'individu pour nous saisir tous collectivement. Qu'est-ce qui nous vaut, Laurent de Sutter, cet éloge du danger aujourd'hui? C'est un petit traité de philosophie, il faut quand même le dire, malgré ce bandeau, qui ramène tout de suite à l'actualité pour en finir avec l'obsession sécuritaire. Alors on va dire que peut-être ce sont certains événements du moment qui ont pu motiver cette écriture et que vous nous emmenez beaucoup plus loin. Oui, non seulement des événements, mais plutôt une ambiance générale, une espèce d'atmosphère dans laquelle nous sommes trouvés, qui est une atmosphère obsédée par la nécessité, si vous voulez, de la garantie, la nécessité de l'assurance, la nécessité de trouver à tout ce que nous faisons, à tout ce que nous pensons, quelque chose comme un fond qui serait un fond un peu solide, voilà, quelque chose qui viendrait justement nous sortir de l'espace de l'inquiétude et de l'espace de l'angoisse. Et donc j'ai voulu m'intéresser à la manière dont, en effet, ce sentiment de sécurité s'était construit sur la forclusion de toute une série de choses, sur l'évacuation de toute une série de choses qui tiennent effectivement à peu près tout du danger, c'est-à-dire qui au fond tiennent de la possibilité, tiennent de l'incalculable, tiennent de l'impossible, de l'impensable. Et si j'ai voulu faire l'éloge de ce danger et le réinscrire comme ça dans ce contexte en effet historique qui mêle droit romain, théorie de la souveraineté, aussi psychanalyse, littérature, musique, et ben c'était justement pour quelque part nous rappeler à quel point nous oublions rapidement le possible pour nous contenter du probable. Voilà. Quelle est votre définition du danger ? La définition du danger, pour moi, c'est la fracture ou la porte ouverte, si vous voulez. C'est cette porte ouverte qu'on essaye en permanence de refermer, cette porte ouverte qui s'ouvre précisément sur un espace qui est un espace inconnu et dont on ne sait d'une certaine manière rien. Voilà. Dans l'essai, vous en donnez une autre définition, presque, qui est l'expérience de l'anormal, qui rejoint ce que vous dites, cette porte ouverte à cette autre, à cette différence. L'expérience de l'anormal au sens littéral du terme, c'est-à-dire l'expérience de ce qui est sans norme, de l'endroit que les normes ne couvrent pas, que les règles ne règlent pas, que les lois ne légifèrent pas, et qui, pour cela, demeure encore de l'ordre de l'inconnu. Oui. Et le GPS, peut-être, Lucie Ricot, il est cette porte ouverte vers l'extérieur, notamment dans la vie de votre héroïne, Ariane. Le GPS, c'est une technologie à double tranchant, qui à la fois nous guide et à la fois nous surveille et nous géolocalise. Mobile, arme du crime, acteur du drame, quelle est la fonction que vous avez cherché à lui donner dans votre intrigue, à ce GPS qui donne son titre au roman ? Je crois qu'il est tout ça à la fois, comme dans nos vies. C'est-à-dire qu'à la fois, il surveille la narratrice, qui n'est pas la narratrice, parce que c'est une narration au tu. Et d'ailleurs, on peut se demander dans le livre qui la surveille. Est-ce que c'est le GPS ? Est-ce que c'est le lecteur même ? Et en même temps, il devient un personnage, puisqu'il incarne la meilleure amie d'Ariane, qui n'arrête pas de la suivre, de suivre ce point rouge comme dernière trace de son amie disparue. Mais il pourrait symboliser quelqu'un d'autre. Donc c'est dans ce trouble, dans ce suspense finalement que se déroule le livre, dans cette incertitude, parce que voilà, je vous rejoins, c'est une incertitude aussi, la peur. C'est que va-t-il se passer ensuite ? Et je crois que le livre se déroule sous cette forme-là. Et puis c'est une fenêtre aussi, le GPS. Vous demandiez ce qu'il l'ouvre, et en fait on dit tout le temps la fenêtre du téléphone, et là on est vraiment dans une fenêtre, mais qu'est-ce qu'elle cache et qu'est-ce qu'elle ouvre ? C'était la question du livre. Et une fenêtre vers
vers un inconnu, hein, pour le coup, vers une inconnue aussi, si on se fie à votre roman. En quelques mots, il s'ouvre sur ce rendez-vous donné à une adresse inconnue du GPS. Justement, Ariane, elle cherche à joindre et rejoindre son amie Sandrine, qui l'a invitée à ses fiançailles. Sandrine souhaite partager sa localisation avec vous, désormais représentée, Sandrine, par un point rouge dans le livre. Et Ariane elle va retrouver son amie pour la fête, mais le lendemain, ça va se compliquer. Sandrine disparaît, pas le point rouge, et Ariane va rester tout au long du roman suspendue à un fil, à suivre ce fil que le GPS va lui tendre, métaphoriquement. C'est ça. C'est ça, c'est ce chemin qu'elle va faire. Alors c'est aussi une histoire d'amitié, parce qu'en fait, par le point rouge, elle va revisiter tous les lieux qu'elle a vécu, dans lesquels elle a vécu des choses avec cette amie, aujourd'hui disparue. Et le fait d'avoir cet espace virtuel qui s'ouvre devant elle va lui ouvrir de nouveaux horizons, mais toujours sous la modalité de l'angoisse, puisqu'elle ne sait pas si son amie est morte ou vivante. Et finalement, voilà, le livre aussi est parti de... Alors ça, c'est une adaptation à l'envers d'une idée de film, puisque c'est en regardant Fenêtre sur cour que j'ai eu envie de trouver l'équivalent de la fenêtre qui est l'idée du voyeurisme chez Hitchcock, de regarder dans la fenêtre des voisins, par la fenêtre des voisins, pour voir ce qui s'y trame et imaginer des choses par ce petit cadre. Qu'est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que la fenêtre du GPS et de nos téléphones ouvre. Et voilà, c'est cette équivalence-là que je recherchais dans le livre. Et votre protagoniste, elle le compare, cette fenêtre ouverte, à un purgatoire. C'est peut-être ça, le purgatoire, un espace où tout le monde est figé pour l'éternité, en train de descendre sa poubelle et de faire ses lacets. Oui, en fait, ce qu'elle aime et ce qu'on aime, je pense, dans le téléphone, c'est qu'on maîtrise, on a l'impression de maîtriser cet espace, de tenir le monde entier dans la main. Et c'est une illusion, en fait. C'est un média, le téléphone. C'est une interface que l'on ne maîtrise pas, qui est une représentation aussi politique du monde, parce qu'on a l'impression de se repérer dans l'espace avec un GPS, comme si c'était neutre, comme si on se repérait vraiment avec nos yeux. Sauf que c'est quelqu'un c'est un algorithme, etc., qui nous donne cette représentation de l'espace. Et finalement, par le décalage de ce point rouge qui devient très inquiétant, l'idée, c'était aussi de voir que c'est un média, le téléphone. C'est pas une évidence de se repérer juste avec un GPS. Ça a des conséquences aussi. Laurent de Sutter, quelle relation vous avez avec votre téléphone, avec cette fenêtre ? Vous voulez que je dise ce qui me fait peur ? Figurez-vous, mon téléphone à moi est en noir et blanc. Donc c'est ce qui indique effectivement une tentative de créer une distance la plus grande possible par rapport à cet objet. Ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, c'est effectivement ces dimensions d'équipement. J'aime bien l'idée je crois que c'est très important de comprendre qu'aujourd'hui, la manière dont nous sommes pris, nous sommes saisis, la manière dont nous existons n'est jamais quelque chose de neutre, de spontané, d'indépendant. Nous ne nous déplaçons pas dans la vie comme des êtres nus, d'une certaine manière. Nous sommes des êtres qui sont ultra prothétiques. Et le téléphone, effectivement, comme média, comme interface, est un des équipements, je crois, les plus importants pour comprendre que la politique, elle passe par toutes ces prothèses, la politique, mais aussi les lois, les règles, etc. Et donc, c'est très important de méditer ou de raconter, comme le fait Lucie Ricot, au fond, le destin de ce qu'impliquent ces équipements dans la structuration même de ce qui nous paraît le plus propre et le plus spontané, à savoir nos émotions. Oui, et d'ailleurs, GPS est un conte contemporain, réellement. Vous dites que le GPS ouvre aussi toutes ces possibilités infinies de contes, mais de contes extrêmement contemporains. Oui, c'est une tentative de faire fiction avec un objet, et ça ouvre, en tant que média, ça ouvre aussi vers une fiction, vers quelque chose qui se met entre nous et la réalité et qui peut la mettre en acte différemment. Donc d'ailleurs, le livre est truffé de fiction. Il y a à la fois de la musique, des films et des faits divers. La narratrice, qui n'est donc pas la narratrice, mais le personnage principal, Ariane, est une ancienne rédactrice de faits divers. Elle invente même des faits divers absolument sordides, parce qu'elle a eu un rapport à la réalité qui est contrarié par le fait qu'elle confonde totalement
les fictions et la réalité. Donc elle se met à inventer comme ça pour pimenter sa vie des fictions qui viendraient la meubler. Et finalement, c'est seulement quand son amie disparaît, quand elle-même est victime d'un fait divers, que cela la fait réfléchir autrement les événements. Et d'ailleurs, votre éloge du danger, Laurent de Sutter, est aussi un monde de fiction, un monde de musique et un monde de contes. Laurent de Sutter pour son éloge du danger aux Presses universitaires de France et Lucie Ricot pour son GPS chez POL sont nos deux invités. Aujourd'hui, les invités de ce book club frissonnant qui va rendre hommage tout de suite avec vous, Sébastien Thème, au maître du genre, au maître de l'épouvante, un certain Stephen King. Et oui, bien sûr. Et son nouveau roman paraît aujourd'hui chez Albin Michel, un polar titré Billy Summers, qui raconte les aventures d'un tueur à gages lettré, du genre à lire Thérèse Raquin de Zola avant d'aller zigouiller quelqu'un. Et oui, c'est quelque chose, un roman dans lequel le maître de l'horreur se renouvelle. Pas de fantômes, pas de forces occultes, mais simplement l'Amérique comme elle est, horrifique, celle de Trump par exemple. Et je parlais de tueurs lettrés, la littérature, le monde de l'édition sont souvent présents dans l'œuvre de King, comme dans son roman Misery. Bonjour Paul, vous avez eu un accident et votre voiture est tombée dans un ravin. Vous avez été recueilli par Annie qui va s'occuper de vous, à sa manière. Voilà, pour l'intrigue de Misery, un auteur du best-seller, Paul Sheldon, blessé lors d'un accident de voiture, est recueilli par sa plus grande fan, qui, lorsqu'elle apprend qu'il va tuer dans son prochain livre son héroïne préférée, eh bien, elle ne le prend pas très très bien. Toi, sale bête, comment as-tu osé? Misery Chastain ne peut pas mourir. Annie, en ce temps-là, en 1871, les femmes mouraient en couche très souvent. Mais c'est son esprit qui importe, et l'esprit de Misery est toujours en vie. Je ne veux pas son esprit, je la veux elle. Et c'est toi qui l'as assassinée. Non, non, Annie. Tu m'as tué ma Misery. Annie. Je te croyais bon, Paul. Mais j'ai fait une erreur. Tu n'es qu'une de ces sales bêtes menteuses. Et je crois que je vais devoir prendre quelques distances avec toi. Et il est inutile d'espérer le moindre secours de l'extérieur. Ni des docteurs, ni de ton agent, ni de ta famille. Je n'ai appelé personne. Personne ne sait que tu es ici. Et à ta place, je prierai le bon Dieu qu'il ne m'arrive rien. Parce que si moi je meurs, tu meurs. Alors je ne sais pas, Laurent de Sutter ou Lucie Ricot, si vous avez été face à des fans un peu dangereux ou dangereuses. Je ne vais pas vous demander ça, mais plutôt comment on écrit la peur, l'épouvante, l'horreur, l'effroi. Lucie Ricot. Comment on écrit la peur? Sur la modalité, en tout cas pour moi, je pense qu'il y a plein de manières d'écrire la peur, mais avec du suspense, c'est-à-dire, c'est Hitchcock qui parlait justement de la différence entre suspense et surprise. Donc la surprise, c'est quand on sait qu'il y a une bombe sous le siège, quand le spectateur le sait et que en fait, il est surpris par l'explosion. Et le suspense, c'est, on le sait, quand c'est que la bombe va exploser. Et donc moi, ce que j'ai choisi, en tout cas pour écrire la peur, c'est la deuxième modalité, c'est le suspense. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est justement dans ce lien avec la fiction de tous les scénarios qu'on se fait pour imaginer le pire que se situe la peur. Et c'est là que je vais le chercher. Et la deuxième chose, c'est en utilisant un objet ordinaire qu'on utilise tous et en le décalant un tout petit peu pour le rendre complètement étranger à nous-mêmes. Donc en décalant la norme. Laurent de Sutter. Mais moi je l'écris, enfin, à supposer que je l'écrive, dans ce qui est, si vous voulez, dans le blanc des mots. Enfin, quand on fait de la littérature, la question des impressions, la question à nouveau des atmosphères ou des affections, c'est une question qui ne se dit pas tant qu'elle se suggère. Bon, c'est une banalité, mais cette suggestion, elle s'opère pas dans le langage en tant que tel, puisque le langage, c'est l'expression même de la norme, mais dans la manière dont le langage rate, d'une certaine manière, quelque chose, dans la manière dont les phrases échouent par rapport à elles-mêmes et les mots finissent par s'égarer, se vautrer d'une certaine manière. Voilà. Et donc c'est dans un certain style du vautrage, si vous voulez, que la peur, que peut-être la peur, l'angoisse ou le danger naît. Les ressorts du style de Stephen King. Vous avez lu, vous êtes des bons lecteurs ou pas du maître? Est-ce que vous êtes du genre à attendre impatiemment la sortie de ce nouveau roman qui est Billy Summers et qui paraît donc chez Albin Michel?
ou pas du tout? Oh, pas tellement. Non, Moi, pas tant que ça. j'avoue que j'ai lu que les romans les moins horrifiques de Stephen King, plutôt ceux qu'il avait signés sous ce pseudonyme. C'était comment? C'était de Bach, je crois, à un moment donné. Running Man, tous ces trucs-là. Mais parfois ça fait peur, mais aussi dans la quotidienneté. Par exemple, je pense à Dolores Claiborne qui raconte la vie d'une femme battue par son mari. C'est de l'horreur, mais c'est aussi parfois de l'horreur de la vie. Oui, c'est pas du tout désincarné. Stephen King, c'est là où il est fort. Alors moi, je l'ai pas lu depuis longtemps. En fait, je l'avais dévoré plus jeune. Et maintenant, je regarde beaucoup ses adaptations, mais pas en série et en film. Et Shining est un de mes films préférés. Mais oui, Stephen King, là où je trouve qu'il est fort, c'est qu'il ne part pas forcément seulement dans le fantastique pour exprimer la peur, mais vraiment, oui, dans la quotidienneté et des personnages aussi qui sont très vivants et à qui il arrive quelque chose. Et c'est une mécanique presque comme un fait divers. Et c'est là aussi où les bons polars ou les livres qui font vraiment peur, c'est quand on peut s'y reconnaître. Et d'ailleurs, sur son fil Twitter, il renvoie vers un film à voir en ce moment sur Netflix, Stephen King, I Came By. Et pour lui, c'est entre Ruth Rendell et Patricia Highsmith, c'est du bon thriller qui fait bien le job. Voilà, donc les auditeurs qui sont aussi cinéphiles nous diront ce qu'ils pensent de ce film recommandé par Stephen King. Vous dire quand même, avec un clin d'œil, Lucie Ricot, que P.O.L., avant l'été, nous parlait de vous et de votre roman en disant « Faites-y très attention, c'est passionnant et vous verrez, c'est une Stephanie King à sa manière. » Voilà. Merci de me le répéter, je ne savais pas. Je vais m'expliquer avec vous. Vous êtes maintenant le pendant féminin de Stephen King, sachez-le. Sachez-le aussi dans la manière de vous assumer. D'assumer ce roman qui porte effectivement en lui les codes du thriller. Ce qui est passionnant, et vous le racontez, vous le montrez, c'est comment la technologie finalement peut modifier notre rapport au réel aujourd'hui, peut déréaliser presque le monde, Laurent de Sutter. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. En tout cas, creuser un écart est toujours plus important entre ce qu'on appelle la réalité et au fond ce qui est le réel. Où la réalité devient une espèce de catégorie comme ça, abstraite ou imaginaire, qui est la catégorie de la norme. Vous savez très très bien quand un ministre, par exemple, vous dit qu'il faut être réaliste et qu'il va falloir se serrer la ceinture cet été, etc. Vous savez très bien que vous êtes dans l'idéologie d'une certaine manière en plein, dans l'abstraction en plein, que le réel, il est ailleurs. Voilà. Et donc, en effet, on baigne, quand on parle de toutes ces choses-là, on baigne en effet dans le domaine des fictions, mais précisément, je crois qu'un des enjeux peut-être intéressants de l'idée de danger, c'est de comment parvenir à se réapproprier les fictions pour qu'elles deviennent véritablement fabulatrices, qu'elles fassent naître des images qui sont des images nouvelles, qu'elles posent la question, qui est la question du « et si on faisait les choses autrement, et si on imaginait les choses comme ceci, etc. etc. » Et là, il y a quelque chose, en tout cas dans les usages qui sont faits aujourd'hui du réel et du réalisme, qui ont pour vocation, évidemment, à interdire le « et si » au profit d'un « et donc », comme ça, qui vise à conclure, et les choses sont finies, et on arrête de causer, quoi. Là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Ça, c'est ce qu'écrit Hölderlin, que vous citez par ailleurs. C'est une fois encore ce renversement auquel vous nous invitez, Laurent de Sutter, dans votre éloge du danger, à apprendre à peut-être transformer, ne plus chercher à éviter en permanence le danger, mais apprendre à l'accueillir à presque bras ouverts. Oui, bien sûr, étant donné qu'on confond souvent le risque et le danger. Vous savez, quand disons qu'on se livre à des sports extrêmes, on saute comme ça en hélicoptère, en snowboard, au sommet et on dévale. Il n'y a aucun danger là-dedans. On peut crever, aucun doute, mais il n'y a aucun danger pour autant. C'est-à-dire, ce sont des risques, ce sont des choses qui sont calculées, ce sont des choses qui font partie, si vous voulez, du scénario, du programme. Ce qui est intéressant avec le danger, c'est qu'il survient depuis un espace qui est un espace absolument imprévu, et un espace qui oblige à reconfigurer précisément tous les calculs avec lesquels on abordait des situations, avec lesquelles on aborde la vie, etc. J'ai toujours c'est peut-être une platitude aussi, mais j'ai toujours envie de dire qu'une rencontre amoureuse, par exemple, est beaucoup plus dangereuse que n'importe quelle forme de mise en danger physique du corps qui pourrait qu'une roulette russe. Une roulette russe, c'est du risque, c'est du calcul, d'une certaine manière. Mais c'est pas tellement dangereux, ça. C'est pas tellement dangereux parce qu'on sait très bien ce à quoi on doit s'attendre. On a la tête qui explose ou bien on réussit son pari. Vous voyez ce que je veux dire? Les sentiments, c'est plus dangereux, alors, c'est ça? Parce qu'on ne sait pas où ils peuvent nous emmener. Parce que ça peut susciter le désordre. On ne sait pas où ils peuvent nous emmener, on ne sait pas vers quelles extrémités d'abord ils peuvent nous emmener, et puis on ne sait pas ce dont ils nous rendent capables. Et ça, il y a quelque chose de très important, je crois, dans le danger, c'est que parce qu'il a rapport avec le possible davantage qu'avec le probable, avec l'incalculable davantage qu'avec le calculable, c'est qu'en effet, il peut nous ouvrir à des dimensions qui sont des dimensions
résolument insoupçonnée, et notamment du point de vue politique, et c'est une des raisons pour lesquelles, historiquement, et depuis la naissance, si vous voulez, de l'État moderne, le danger et la transformation du danger en risque que l'on peut couvrir avec des assurances, a été une des grandes obsessions, et toujours une des grandes obsessions du pouvoir. Mais alors, pourquoi ou comment expliquer ce désir de sécurité qu'on éprouve et qu'on nous vend par ailleurs, hein, et qui, selon vous, nous empêche de vivre d'une certaine manière? Je crois, si vous voulez, que dans ce domaine-là, comme dans plein d'autres domaines, on est parlé par la langue. C'était Roland Barthes qui avait cette phrase extraordinaire dans sa fameuse leçon au Collège de France en 77, quand il disait « toute langue est fasciste ». C'est-à-dire que toute langue transporte avec lui, d'une certaine manière, l'ordre qui vient structurer les mots. Chaque mot est, d'une certaine manière, une interpellation qu'une interpellation policière. Eh bien, le vocabulaire avec lequel nous pensons effectivement le danger, le risque, la sécurité, la sûreté, l'assurance, ce sont des mots qui sont plus forts que nous. Et à travers eux, ce sont toutes des charges qui remontent, disons dans le livre, j'essaie d'en dire 2-3 mots, mais qui remontent véritablement à la constitution de la propriété dans le droit romain, qui traverse en effet la modernité politique et la théorie politique de la souveraineté. Quand on dit ces mots, on croit parler de nous, mais en fait, on est parlé par, si vous voulez, pour utiliser un horrible mot, on est parlé par un système, on est parlé par une logique, on est parlé par une rationalité, qui fait qu'en réalité, on doit faire craquer tout cela, faire craquer ce langage pour parvenir d'une certaine manière à se le réapproprier. La grande difficulté, je crois, aujourd'hui de tout temps, c'est ça. Comment se réapproprier une langue pour parvenir à revoir à nouveau frais des mots que l'on croyait stratifiés, finis, terminés, sédimentés. Lucie Ricot mouline pendant que vous parlez. Comment vous avez fait craquer le langage? Comment vous avez fait aussi craquer ce vocable de l'ordre et de la sécurité? Alors, je ne sais pas si je l'ai fait craquer, j'espère à certains endroits du moins, mais déjà en me réappropriant ce langage qui n'était pas forcément dévolu au champ de la littérature, que celui du GPS, rien que par le titre, GPS, voilà, on est dans quelque chose qui veut dire, c'est un acronyme, donc GPS, Global Positioning System, donc manière de se positionner globalement sur le système, ce qui peut ouvrir un nouveau champ poétique en s'interrogeant sur qu'est-ce que ça veut dire vraiment et en essayant de détourner complètement ce champ des mots qu'on utilise tous les jours, de partage de localisation, de points rouges, de Google Maps, etc. Et la deuxième chose, je crois que le personnage principal est tellement dans une déréalisation, elle ne sait plus où se situe la réalité, c'est qu'à un moment, son langage et son monde même se défont complètement. Et ça, j'ai essayé de le jouer, même dans l'espace de la page, avec il y a quelque chose qui se défait complètement et l'usage des mots n'est plus du tout possible pour elle. Elle ne peut pas articuler des mots et donc ça se voit avec l'usage de tourner à droite qui devient tout à fait inquiétant dans l'espace de la page, mais aussi par des espèces de poèmes numériques comme ça qui envahissent les pages au milieu. Lucie Ricot, autrice de GPS chez POL, vous nous avez donné sacrément envie de prendre la route. Il est 13h18. À nos risques et périls, Sébastien Thème. Absolument, on branche le GPS et on partage avec vous, Lucie Ricot, Laurent de Sutter, nos localisations. On part sur les routes de France pour suivre les grands événements littéraires de cette rentrée. Premier arrêt dans les Alpes de Haute-Provence. Vous êtes arrivé à Manosque. Voilà, on est à Manosque pour assister aux correspondances de Manosque qui ont débuté hier et qui se poursuivent jusqu'au 25 septembre pour des rencontres avec des écrivains et des écrivaines, Adrien Bels, Dominique Sélis ou vous, Lucie Ricot. Des lectures et performances avec Anna Mouglalis ou Nicolas Maury et des siestes acoustiques. Prochaine à gauche, Gif-sur-Yvette. Voilà, prochaine à gauche, mais un peu plus dans le nord, en région parisienne, dans l'Essonne, pour découvrir la 10e édition du festival VOVF, Traduire le monde. Du 30 septembre au 2 octobre, vous y retrouverez Mathias Hénard, le réalisateur Raoul Peck ou l'éditrice Laure Leroy de la maison d'édition Zulma, qui fête ses 30 ans cette année. Et puisqu'on est en région parisienne, autant y rester. Ici, c'est Vincennes. Voilà, ici, c'est Vincennes. Parce qu'avant VOVF, n'oubliez pas le festival America à Vincennes. Ça débute aujourd'hui jusqu'au 25 septembre. Un festival qui accueille pour la 10e édition une soixantaine de voix d'Amérique, Jonathan Franzen, Emma Klein et Richard Ford. Enfin, dernier arrêt.
Prenez tout droit direction la Seine-Maritime et le Liban s'offre à vous. Voilà, le Liban s'offre à vous le 1er octobre prochain à l'abbaye de Jumièges pour retrouver une table ronde libanaise avec 3 écrivains, Sharif Majdalani, Joy Majdalani et Roiko Sekiguchi. Et vous, Olivia? Les 2 Majdalani. Les 2 Majdalani. Et exactement, pour parler du Liban, comme vous avez parlé à l'instant, ça me fait penser à Beyrouth-sur-Seine, le roman, le 2e livre de Sabil Goussoub qui paraît chez Stock et que l'on recevra, j'espère, prochainement pour parler de ces 2 rives qui sont celles du Liban et celles de la France, comment vivre entre ces 2 pays, repenser aussi l'exil à travers ce roman-là. Je vous y attends effectivement fermement dans la ruine de l'abbaye de Jumièges. C'est à 10h30, ouais, et le festival Terre de Parole dure jusqu'au 9 octobre dans toute la Seine-Maritime. À la fin de cette chronique, l'émission reprendra son cours normal. Ou pas. Qui en décide? Je ne sais pas, je vous laisse la parole. Ah non, c'est pas vous. Je n'en ferai rien. Vous avez peur de rien. Va falloir penser à ne pas déconnecter votre GPS dans les semaines et les mois à venir. Lucie Ricot, qu'on puisse vous suivre à la trace et discuter avec vous de ce roman GPS qui est le combienième? 2e? Le 2e. Le 2e. Et qui vous met sur une sacrée bonne piste sans aucun désir de sécurité. Voilà donc pour ce livre, et on vous retrouvera d'un festival à l'autre, sachant que vous êtes aussi en lice, je le disais, pour notre prix littéraire France Culture Télérama, le prix du roman des étudiants qui vont avoir dans les semaines à venir plaisir à vous lire et à vous rencontrer pour en discuter. Laurent de Sutter, on continue avec vous cette réflexion autour du danger qui est au cœur de ce nouvel essai, et on le sait, vous êtes à la fois philosophe mais aussi presque juriste de formation, en tout cas le droit hors la loi. Vous continuez à vous préoccuper aussi. Pourquoi ce besoin de figer l'ordre, donc de ne pas laisser le désordre s'installer dans nos vies, passe le plus souvent par des textes de loi à répétition, et on n'a pas cessé ces dernières années d'essayer de tout régenter aussi par la loi. Oui, mais précisément, le concept d'ordre en tant que tel est un concept qui a une part mathématique en lui-même, et qui est essentiellement un concept juridique, un concept qui vient de la nuit des temps, un concept au fond qui est un concept fondamentalement grec. Alors, on dit souvent que la Grèce a inventé la démocratie. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que la Grèce a inventé la police, ou en tout cas a inventé une forme très particulière de police basée précisément sur cette idée de loi ou cette idée de norme dont nous sommes encore aujourd'hui les héritiers. Nous avons les plus grandes difficultés au monde à imaginer des formes alors pas d'organisation, mais des formes de relations, des formes de rencontres, des formes d'exploration commune du monde qui ne relèvent pas précisément de cette syntonisation, si vous voulez, par la loi, de cette espèce de mise en harmonie par la loi, de ce que les Grecs appelaient l'isonomia, voilà, qu'ils définissaient comme une forme d'égalité, mais qui, davantage qu'une forme d'égalité, est une forme d'attribution des places. Voilà. Et l'ordre comme système d'attribution des places, je pense qu'on le voit aujourd'hui plus que jamais dans toute une série de domaines, que ce soit géopolitique, que ce soit dans des questions de genre, dans des questions évidemment coloniales, etc. C'est quand même le grand problème qui est le nôtre, et un problème dans lequel le droit joue un rôle décisif, et qu'il faudra qu'un jour il regarde en face, et qu'il fasse preuve lui aussi de cette imagination qu'il passe son temps à se refuser. Oui, j'aimerais qu'on termine avec un son, puisque au tout début de votre livre, Laurent de Sutter, vous parlez de l'enregistrement de John Adams, City Noir, saxophone concerto. City Noir, c'est un poème atmosphérique, et vous dites que Adams a voulu proposer à travers ça une expérience presque esthétique du danger qu'on retrouve dans le livre de Lucie Ricot. Vous dites justement que dans ce sillage, le danger est devenu, ou est avant tout une impression, une sensation. Et pour vous citer, vous écrivez: de fait, parce qu'il vient d'abord du dehors, le danger s'éprouve d'abord comme son, image, texte et coup de boule qui semble sortir du néant. Il s'éprouve comme le surgissement de quelque chose d'inattendu depuis une scène ignorée. C'est exactement finalement ce qui arrive pour ou à votre héroïne de GPS, votre roman, Lucie Ricot. Le danger vient de ce son, de cette forme très particulière qui vient de l'extérieur, de ce coup de boule, du réel ou de la fiction dans sa vie. Oui, c'est un décalage de sens. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dans votre livre, d'ailleurs, c'est que...
en fait, elle n'a plus les sens elle est recluse chez elle puisqu'elle ne peut pas travailler. Elle mettait un peu trop de place au travail dans sa vie, à mon avis. Donc, elle est complètement déséquilibrée. Et le fait d'être tout le temps avec ce téléphone portable qui encadre le danger, finalement, la coupe de tous ses sens, à part le visuel du point rouge qui continue à la guider. Et donc, elle n'a plus le reste pour se repérer et elle se perd complètement. Et ça, c'est quelque chose que fait la technologie aussi, c'est un message aussi, la technologie. C'est Marshall McLuhan, qui est un philosophe canadien, qui dit le médium, the medium is the message, c'est donc le médium et le message, si je traduis, c'est ça. C'est parfait. Je pense que je vais faire ça de ma vie. et en fait, oui, ça induit un rapport au monde particulier. Merci mille fois à vous, Lucie Ricot. GPS, c'est chez POL. Merci Laurent de Sutter. Éloge du danger. Pour en finir avec l'obsession sécuritaire, vient de paraître aux presses universitaires de France. Merci à tous les deux. Merci Sébastien Thème. Merci Lydia. Tout de suite, il est 13h25 sur France Culture. Mémoire de président, c'est aujourd'hui le 4e volet du quadritème de Charles Dantzig. À vous. J'ai été content quand Obama a été élu. Avant qu'il ne le soit, j'avais même publié sa première traduction en France, son fameux discours de Philadelphie, de la race en Amérique. Le mot race est fréquemment utilisé par Obama dans son discours, étant très courant aux États-Unis où il ne comporte aucune connotation péjorative. Aujourd'hui, je crois que je proposerai un autre titre. Malgré moi, malgré lui, le grand succès du livre en France a contribué à répandre un emploi presque détendu du mot race. Chaque pays fait ce qu'il veut de son langage, mais les Français ont décidé depuis une 50aine d'années que c'est un mot vicieux dans la mesure où il est fondé sur une science fausse. L'enthousiasme est retombé sous la présidence d'Obama. Il a moins fait en 8 ans que Biden en 2, et croyez-moi, malgré les moqueries, Biden est à l'instant où je parle un meilleur président que lui. Obama, dont il a été le vice-président, a publié ses mémoires et ils sont décevants. Pour commencer, ce qu'ils sont, c'est condescendants. Obama a une manière supposée amicale de parler de Biden, par exemple, où il le présente comme un bavard compulsif, et c'est assez déplaisant d'esprit de supériorité. Il passe d'ailleurs son temps à persifler l'univers. Le frappant est que ce sont les mémoires d'un enfermé. On l'est par principe quand on écrit ce genre de livre, mais même un narcissique comme Chateaubriand a vu les Indiens. Obama semble n'avoir rien vu du monde. Dans le récit de sa jeunesse, il ne révèle aucun intérêt historique. Ma mère était contre la guerre du Vietnam. Et puis, rien. Il ne dit pas davantage ce qu'il pense de Nixon, de Carter, de Reagan. À la place, des considérations de politique locale sur son implantation à Chicago. À part cela, il semble n'avoir d'intérêt que racial, pour reprendre son mot, et quand ce n'est pas celui-ci, c'est sa femme. Michel ici, Michel là, Michel si intelligente, Michel qui est la politique et à qui il demande sans cesse la permission d'en faire. C'est assez petit bourgeois tout ça, même si on devine le placement électoral en vue d'une éventuelle campagne de la dite Michel. Il ne nous épargne pas ses filles non plus. Michel me dit « Je perds les os, je l'accompagne à l'hôpital. » Quelques heures plus tard, m'était présenté 4,5 kg de perfection, Maya, Obama. On sent qu'il se juge profondément moral d'avoir une famille. Ce livre est une berceuse familiale entrecoupée d'airs de la calomnie. C'est 3 fois par page Michel, 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 laquelle ne cède sa place qu'à des méchancetés sur à peu près tout le monde. Cela donne d'ailleurs quelques portraits en 4 lignes dédaigneux et vifs, mais il faut en plus d'eux supporter un train de marchandises de méticulosité politicienne. En matière de vacherie, je vais laisser la parole à un prédécesseur du mari de Michelle Obama, le président Truman. Au sujet d'Eisenhower qui se lançait en politique, il a eu ce jugement faux mais succulent. Ce type n'en sait pas plus sur la politique qu'un cochon sur les dimanches. Voilà, c'était le 4e et dernier volet du quadritème de la semaine de Charles Dantzig. Rendez-vous semaine prochaine, lundi, Charles, et demain, ce sera Mathias Hénard qui nous rejoindra pour ses Incipit. Un grand merci à Oriane Delacroix qui a programmé cette émission, adoré Lucie Ricot, je le répète, et à Didier Pinault qui l'a préparé. Demain, avec vous, Sébastien Thème, de quoi parlera-t-on ? Eh bien, un book club consacré à la recherche du temps perdu de Proust, et vous pouvez déjà nous confier vos souvenirs, vos impressions de lecture
lecture, de cette recherche qu'on a tous tenté de commencer un jour. Hein, et peut-être que certains l'ont terminé. Qui sait? Oui. Réponse via le hashtag Boucle Culture. Et demain, avec Charles Dantzig, qui sera cette fois notre invité, et Christine Le Cerf, qui avait signé une magnifique grande traversée autour de Proust. Vous êtes dans le studio 652 à Radio France.